Salut les amis, dans une ancienne vidéo, je vous ai montré l'installation initiale de mon NAS dans le réseau à domicile. J'utilise le NAS de Synology, le 1621XS+. Je l'ai installé, je vous ai montré dans l'ancienne vidéo comment j'ai installé les disques jusqu'à arriver au point de créer les pools et les volumes de stockage à l'intérieur du NAS. Alors aujourd'hui, nous allons continuer, je vais vous montrer comment je vais gérer les utilisateurs, comment je vais créer les dossiers partagés, puis je vais vous montrer comment mes différents équipements vont se connecter au NAS, entre autres la machine Windows, le MacBook, le iPad, le iPhone et le téléphone Android. Tous vont partager les fichiers qui viennent du NAS et c'est une très bonne chose. Je peux filmer une petite vidéo rapidement sur mon iPhone. Dès que j'arrête de filmer, à la seconde, le iPhone va upload la vidéo dans le NAS et je peux utiliser ça pour le montage beaucoup plus tard. Et parler de quelques autres détails, entre autres la mémoire RAM que j'ai augmentée et aussi le SSD cache que j'ai pu installer. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo sur YouTube et aussi abonnez-vous pour ne rien rater quand je vais publier mes prochaines vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Si nous allons sur stockage, vous allez voir que maintenant j'ai deux pools. Le premier pool de 32 Tera que j'avais créé dans la vidéo. Et puis j'ai ajouté un deuxième pool de 1 Tera qui va contenir juste les machines virtuelles. Et le premier pool maintenant contient le cache SSD. Ça veut dire que j'utilise deux disques NVMe pour accélérer ma vitesse de lecture et d'écriture. Comme j'ai des disques mécaniques ou des HDD, je préfère avoir le SSD cache afin que les petits fichiers auxquels j'accède à tout moment soient copiés dans le cache pour des programmes ou des applications qui font beaucoup de lecture et d'écriture des petits fichiers, comme les bases de données et certains types d'applications. Donc j'ai mis deux disques de 2 Teraoctets chacun qui sont installés sur l'endroit de NVMe. Alors pour créer le SSD cache, vous n'avez qu'à aller au niveau de créer et puis vous appuyez sur créer un SSD cache. Maintenant là on me dit que ce n'est pas disponible parce que j'ai des SSD cache déjà installés. Un autre grand changement que j'ai pu faire, c'était l'augmentation de la mémoire RAM. Si nous allons dans le moniteur de ressources, vous allez remarquer que maintenant lorsque nous allons sur mémoire, j'ai 32 GB au lieu de 8 GB qui était venu avec le NAS. Donc j'ai acheté deux mémoires de 16 GB chacune et j'ai pu remplacer ce que j'avais à l'intérieur. Bien sûr, le processus est très simple. Vous devez juste éteindre l'équipement, ouvrir derrière pour sortir les anciennes mémoires et les remplacer par les nouvelles mémoires. Je vais vous laisser les liens vers ces mémoires-là dans la description de cette vidéo. Alors, j'ai augmenté à 32 Go. C'est ainsi que je suis capable d'avoir plusieurs machines virtuelles sans aucun problème. Et aussi, j'ai cette autre machine virtuelle de Synology sur laquelle je vais vous montrer nos installations d'aujourd'hui. Alors, avant de passer à la création des utilisateurs et la création des dossiers partagés, vous devez d'abord planifier. Vous devez savoir quelle sera la structure de votre NAS et comment vous allez utiliser les données. En termes d'utilisateurs, vous devez regrouper vos utilisateurs en plusieurs groupes selon ce que vous avez. Et tout cela dépend de votre environnement. Vous êtes soit dans un environnement business, soit dans un environnement personnel, soit chez vous à domicile. Si par exemple vous êtes dans un business, vous devez faire de sorte que vos utilisateurs soient regroupés selon les différents départements ou soit les différentes affinités qu'il y a entre eux. Mais bien sûr, il y a toujours le groupe principal qui vient, qui est le groupe d'administrateurs. Et puis vous allez créer plusieurs groupes qui appartiennent à plusieurs départements ou soit à plusieurs entités qu'il y a à l'intérieur de votre organisation. Moi, par exemple, c'est dans un cadre privé, c'est chez moi à domicile. Alors, je vais me limiter seulement à deux groupes. Le premier groupe qui sont les administrateurs, où je suis le seul administrateur. Et puis le deuxième groupe qui sont les utilisateurs, tout le monde qui a accès au NAS, incluant moi. Je vais m'insérer aussi avec un compte utilisateur. Et c'est une mesure de sécurité très importante. Si vous le faites en désordre, vous allez avoir des comptes qui auront accès à tout ce qu'il y a dans le NAS. C'est un risque parce que si vous vous faites attaquer et que l'attaqueur a accès à un compte administrateur, il est capable de tout faire. Donc, il est conseillé d'avoir un seul, en tout cas le minimum de comptes administrateurs possible et ne jamais utiliser ces comptes administrateurs-là pour vous connecter à partir de vos équipements. Comme ça, si jamais mon ordinateur se fait hack, le hacker n'aura pas le droit de faire n'importe quoi. J'ai eu un client qui m'avait parlé dernièrement, on l'avait hack son NAS et on a crypté tous les fichiers. On lui demandait de payer des bitcoins pour pouvoir release tout ce qu'il y avait comme fichier à l'intérieur. Donc ça, ce sont les genres de risques qui viennent si vous donnez des accès partout à n'importe quel utilisateur. Donc de préférence, vous planifiez comme cela. Même en termes de dossiers partagés, vous devez savoir combien de dossiers partagés vous avez besoin. Est-ce que chaque utilisateur a besoin d'un dossier? Est-ce que vous pouvez mettre le tout dans un seul dossier, ainsi de suite? Donc ça, c'est à vous de juger. Alors premièrement, allons au niveau des utilisateurs. Pour gérer les utilisateurs, nous allons aller sur le menu principal et puis nous allons choisir le panneau de configuration
et nous allons sur utilisateur et groupe. Vous allez remarquer que nous avons kbadmin qui est l'utilisateur que nous avons créé lorsque nous étions en train d'installer le système. Et ici, nous avons l'administrateur par défaut et puis le guest par défaut. Et par mesure de sécurité, il est toujours conseillé de désactiver les deux ici. Ils ne doivent pas être activés du tout. Et en termes de groupe, nous avons 3 groupes. Nous avons le groupe administrateur, là où les admins se retrouvent. Nous avons le groupe HTTP où se trouvent les utilisateurs web, donc eux auront accès aux services web. Et puis nous avons les utilisateurs ordinaires. En termes de réglage avancé, une chose que je voulais vous montrer, c'est ce niveau ici. Si vous activez cette option, activez le service d'accueil de l'utilisateur, ça veut dire que lorsque vous créez un nouvel utilisateur, vous allez avoir un dossier créé pour l'utilisateur là dans un fichier partagé ou soit un dossier partagé qu'on va appeler Homes ou soit ce sera le dossier d'accueil de chaque utilisateur. Moi, je n'aime pas cette façon de faire des choses. Je préfère créer les dossiers partagés moi-même et puis créer les sous-dossiers moi-même. C'est pour cela que je n'ai pas activé cette option. Alors, si nous allons dans les utilisateurs, je peux créer un nouvel utilisateur que je vais appeler KB Trainings par exemple. Je peux lui donner une description et un courriel si j'en ai. Mais sinon, je lui donne un mot de passe et puis j'appuie sur suivant. Puis on va nous demander quels sont les groupes auxquels appartient cet utilisateur. Pour l'instant, il sera juste un utilisateur par défaut. Si je veux l'ajouter comme administrateur, je vais cliquer ici. Mais pour l'instant, il sera juste un utilisateur normal. Je vais sur suivant. Et là, on me demande quel dossier auquel l'utilisateur aura accès. Pour l'instant, je n'ai pas encore de dossier partagé. C'est ainsi que c'est vide ici. Mais avec le temps, vous allez voir qu'avec les dossiers que nous allons créer, vous pouvez choisir les différents niveaux de permission à partir d'ici. Alors, j'appuie sur suivant. Les différents quotas d'utilisateurs, ainsi de suite, je laisse ça par défaut. Les différentes applications ou soit les différents protocoles auxquels il peut avoir accès, je laisse le tout par défaut. Ça dépend du groupe dans lequel je l'ai mis. Et puis, je vais sur suivant. Les différentes vitesses avec lesquelles il va accéder aux applications, je laisse le tout par défaut. J'appuie suivant. Et puis, à la fin, je confirme. Et je viens de créer un nouvel utilisateur. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est créer un dossier partagé. Pour le faire, je vais aller sur dossier partagé et je vais aller sur créer. Je crée un dossier partagé que je vais appeler main ou soit principal. Je peux lui donner une description. Je vais choisir dans quel volume je vais le mettre. Je le mets dans le volume principal. Puis, je vais appuyer sur suivant. Vous devez cocher ici si vous voulez chiffrer ce dossier ou soit encrypter le dossier. C'est aussi une mesure de sécurité, mais pour l'instant, je ne le fais pas. Je vais sur suivant. Alors, vous pouvez activer la somme de contrôle pour vérifier l'intégralité de vos données de temps en temps. Ça peut ralentir légèrement la lecture des fichiers, mais pour l'instant, je pense que je n'en ai pas besoin. Je laisse, puis je vais sur suivant. Et là, on me montre le résumé de ce que je viens de faire et je vais sur suivant. Et là, on me donne l'option de choisir les différentes permissions pour les utilisateurs que j'ai. Nous pouvons voir que kbadmin a déjà un accès en lecture et en écriture, mais KB Trainings n'a pas d'accès du tout. Alors, je préfère gérer les accès au niveau des groupes. Donc, je vais sur les groupes locaux. Je vais faire de sorte que les utilisateurs normaux vont avoir aussi accès en écriture et en lecture. Cela va faire de sorte que lorsque je crée un nouvel utilisateur dans le futur, dès que je le mets dans ce groupe, il aura les mêmes permissions. Cliquez sur appliquer et c'est bon, mon dossier a été créé. Je peux le voir à partir d'ici, tout comme je peux aller dans le menu principal et choisir File Station. C'est ici que je peux voir tous les fichiers que j'ai. Donc ici, nous pouvons voir le dossier partagé que je viens de créer. Et ici, il n'y a rien dedans. Je peux créer un dossier ici. Je vais l'appeler test 1 par exemple. Et puis, je vais l'enregistrer. Je peux créer n'importe quoi à l'intérieur. Je peux créer un deuxième dossier, test. Donc, j'ai accès à tout cela sans aucun problème. Alors, j'ai créé un utilisateur, j'ai créé un dossier partagé. Maintenant, il est question d'avoir accès à ce dossier à partir des autres ordinateurs dans ce réseau. Alors, si nous allons dans le service de fichiers, vous allez constater que nous avons plusieurs services que l'on peut activer à partir d'ici. Le SMB, c'est le service principal que vous pouvez utiliser pour partager vos différents fichiers à travers le réseau. Et vous allez voir que si vous utilisez du Windows, vous pouvez carrément aller sur cette adresse Synology 2. Ou soit si vous avez le Mac, vous allez sur SMB Synology 2, ça va vous amener directement ici. AFP, c'est pour le Mac. Je peux aussi l'activer si j'ai envie d'y avoir accès avec AFP. Il y a le NFS, il y a le FTP. Tout ceci, je crois que je ne l'ai pas activé. Soit je ne vais pas les activer du tout. Alors, comme on a expliqué ici, pour avoir accès à ce dossier à partir de mon ordinateur Windows, je vais aller dans le panneau de configuration et puis je vais cliquer ici pour ajouter le disque en réseau Map Network Drive. Je vais cliquer là-dessus et puis je vais donner le nom qui m'a été donné qui est de Synology 2
Et puis, je vais préciser le dossier auquel je veux accéder, qui est le dossier main. Alors, dès que je fais cela et que j'appuie sur Finish, on va me demander de login avec les credentials d'un utilisateur. Et comme je vous l'ai dit, ici, vous ne devez jamais utiliser un utilisateur administrateur. Rassurez-vous que vous avez un utilisateur normal qui va se connecter. Donc, je vais utiliser le KB Training que j'ai créé, puis je vais lui donner le mot de passe. Et lorsque je clique OK, directement, j'ai accès à ce main qui est ici. Donc, le dossier que j'ai créé, le test 1 est là. Et puis, à partir d'ici, je peux prendre n'importe quel fichier. Je vais prendre un fichier juste par hasard dans mes downloads. Je prends ce fichier exécutable de vidéo proc, je le copie et je viens le coller ici. Donc, sans aucun problème, je l'ai copié. Et si nous rentrons dans l'interface web, nous allons sur File Station. Vous allez voir qu'à l'intérieur de test, j'ai le fichier là. Non, c'est test 1 plutôt. Voilà, j'ai le fichier là que je viens de copier. Alors, avec le Mac, je peux directement venir dans Finder. Comme j'avais activé le AFP, Synology 2 se voit déjà ici. Je vais juste appuyer là-dessus. Et puis, je vais appuyer sur Connect As pour mettre les différents credentials, ou soit le username et le password. Donc, je vais changer ceci pour mettre KB Training que nous avons créé et puis le nouveau mot de passe. Voilà, directement, je me connecte. Je peux voir Main et puis voir tous les dossiers qu'il y a à l'intérieur de Main. Et pour le téléphone, nous devons installer une application qui s'appelle Synology Drive. Donc, je vais dans le centre de paquets et je vais chercher l'application qui s'appelle Drive. Et j'en ai ici. Je veux l'installer directement. Alors, lorsque Drive est installé dans votre serveur, vous devez aussi installer l'application appelée Drive. Et dès que vous allez entrer pour la première fois, vous allez configurer votre serveur en donnant l'adresse IP et aussi le nom d'utilisateur. Et puis, vous aurez directement accès à vos fichiers. La synchronisation, les backups, nous allons en parler dans une autre vidéo quand je vais m'y pencher. Mais sinon, pour l'instant, la synchronisation est activée dans mon téléphone. Chaque fois qu'il y a un nouveau fichier, le fichier est directement envoyé vers le NAS. Et c'est la même chose avec un iPad ou soit un iPhone. C'est pratiquement le même processus. Voilà les amis, comment je partage les fichiers dans mon réseau avec le NAS. Beaucoup de vidéos à venir sur ce NAS parce qu'il y a beaucoup de services que j'utilise là-dessus. Alors n'oubliez pas de vous abonner, aimez aussi la vidéo. Et si vous voulez travailler ou soit commencer ou booster votre carrière dans le domaine de la technique, j'ai un cours de Cisco CCNA sur kbtrans.com qui va de 0 à ingénieur et qui va vous donner tout l'essentiel pour passer et réussir l'examen de Cisco CCNA 200-301. Alors merci beaucoup, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Bye.